Bonjour à tous, merci, merci d'être là, merci de nous avoir rejoints dans, dans ce bar de la Fabrique du Changement, dans ces Rex de comptoir. La portée de ces Rex de comptoir, c'est quoi? C'est de partager ici des expériences qui sont vécues par des institutions, des organisations, des entreprises, et de faire en sorte, si possible, qu'elles vous profitent, qu'elles vous inspirent, que vous puissiez vous dire pourquoi pas chez moi ou pourquoi pas différemment. Cette Rex de comptoir, elle est consacrée effectivement aux expériences, à des projets qui ont été menés dans le secteur public, parce qu'il n'y a pas, a priori, que dans le privé, que dans les startups ou que dans les grandes organisations qu'on peut mener cette conduite du changement. Déjà parce que le public en a également besoin, et qu'en plus, il y a de véritables projets innovants aussi qui se mènent dans le secteur public. J'aurai avec moi pour animer cette Rex de comptoir, j'ai un habitant, un usager des services publics professionnels. Il est et donc qui sera notre bonjour. Voilà, vous êtes contribuable? Ok, ça marche très bien. C'est juste ce qu'on voulait s'assurer. Exactement. Vous vous mettez là. À chaque fois qu'en tant qu'usager du secteur public, vous avez une question, vous avez une offuscation, vous avez quelque chose, n'hésitez pas, prenez la parole. Je vous laisse un micro. Comme ça, vous pourrez à tout moment interpeller nos invités sur leurs actions. Donc, à quoi servira cette Rex de comptoir? On va essayer peut-être de répondre à certaines grandes questions. La première pourrait être, est-ce que le service public est condamné à considérer comme une innovation tout ce qui se fait depuis 15 ans dans le secteur privé? On va essayer de répondre à cette question. C'est peut-être une des façons de faire. Est-ce que, une autre question qui pourrait être, est-il possible de faire bouger quelque chose chez des agents de la fonction publique quand on ne peut ni les augmenter ni les licencier? Ça pourra peut-être être une question aussi. Et par contre, nous ne répondrons pas à d'autres questions également, voilà, sur est-ce que le contexte politique permet de faire durer le changement au-delà d'un mandat ou ce genre de choses. Ça, on n'en sait rien. Et puis, on n'aura pas le temps d'aborder ça ce matin. Il y a plein de questions comme ça. Mais pour être sûr qu'on réponde à votre besoin, j'aimerais savoir, vous les personnes qui sont venues dans cette salle pour suivre cette Rex de comptoir, qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Je voudrais faire rapidement un petit sondage. Qui d'entre vous travaille dans le secteur public? C'est pour voir effectivement. Ok, ça marche. Donc si vous êtes tous directement impliqués, c'est super. Non, mais c'est tant mieux. Donc on sait que, je dis ça pour nos invités, vous parlez à des gens qui sont directement intéressés par ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous êtes je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et puis vous allez me dire rapidement comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment juste vous êtes venu faire vos courses sur des idées, des tuyaux, des actions, des petites choses qui ont été mises en place et que vous pourriez mettre en place demain? Est-ce que vous êtes venu comprendre pourquoi certains ont réussi quand vous avez échoué? Est-ce que... Non mais ça pourrait, on a mis en place des trucs, je trouve que c'est aussi ce qu'on vient chercher. Moi j'ai essayé ça, c'était compliqué, ça m'intéresse de savoir comment les autres ont fait pour que je puisse refaire différemment. Est-ce que vous êtes juste venu chercher de la culture générale? Essayez de prendre... 10-15 secondes pour y réfléchir, et puis j'aimerais que vous me le disiez pour que, voilà, aussi bien mes invités que moi, on puisse savoir comment bien orienter stratégiquement la conversation qu'on va avoir tous ensemble. Tant qu'à faire, vous n'êtes pas... allez-y, je ne sais pas, qui veut me dire très vite pourquoi vous vous êtes assis là ce matin, si ce n'est peut-être que vous n'avez pas eu de place dans les autres ateliers. Au premier rang, là, les gens qui sont... Dites-moi rapidement ce que vous attendez. Battez-vous. Ok, monsieur veut se rassurer. Ok. Derrière, ce que vous attendez là ce matin? Ok. Prendre de l'inspiration. D'autres choses. Si vous avez des trucs vraiment très concrets, si vous, en termes d'inspiration, dites moi je veux des choses vraiment précises ou je veux des grands concepts, dites-nous. Savoir si est-ce que moi je les coupe quand ils partent dans le concept ou est-ce que sur quoi j'appuie? Qu'est-ce que vous espérez? Allez-y, dites... Par là, les gens n'ont pas parlé par là. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes là, mesdames? Ok, de l'opérationnel, ça marche? Bon. Ok, très bien. Bon, alors vous n'hésitez pas, vous aurez la main. Moi, je voudrais savoir si un jour je pourrais me faire greffer ma carte vitale ou une puce dans le bras, ou quelque part sur le corps, parce que je la paume tout le temps. Et voilà.
Oui, alors je pense que oui, un jour ce sera possible, mais le jour où on vous proposera, vous trouvez ça scandaleux, et donc là vous serez contre ce genre-là. Mais bon, ça c'est oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est un autre phénomène qui se joue. Ok, et très bien, nous allons pouvoir commencer ces Rex de comptoir, et je vous demanderai s'il vous plaît d'accueillir au bar notre première invitée pour cette Rex de comptoir, et je vous remercie d'applaudir chaleureusement la DGS de la ville de Vertou, Madame Hélène Guillet. Tu peux te mettre où tu veux. Ouais, c'est ça, faut choisir. Ouais. Exactement. Est-ce que tu veux un café? Oui, merci. Un café? Ouais, c'est ça, oui. C'est bien la première fois qu'une DG se fait servir par un habitant. Ben oui, ça sert. Là, on inverse. Est-ce que tu veux un muffin? On a des muffins tout frais. Non, parce que si je réponds aux questions la bouche pleine, ça va pas être terrible. Donc non, merci. Même pour après. Même pour après. Ils viennent du salon thé le plus stylé de Nantes, Bloom, sur la butte Sainte-Anne. Je fais du placement de produits, donc n'hésitez pas. Ils sont très bons. Un moyen. C'est sans des contradictions. C'est bien le service public. Donc Hélène, Antoine. tu es DGS de la ville de Vertou. Oui. La ville de Vertou, pour ceux qui viennent de plus loin, donc c'est une des grosses communes en périphérie de Nantes. Combien d'habitants à peu près? 24 000 habitants. 24 000 habitants en ville de Vertou. Tu es DGS, tu es arrivé avec la nouvelle mandature, donc il y a en 2014. Un an après la nouvelle mandature. Donc moi je suis arrivée en... Merci. Oui, merci. Je suis arrivée en 2015. Ok, c'est ça. Et donc, quand tu arrives sur la ville du Vertou, avec également le nouveau maire, vous découvrez une situation où il y a effectivement une gestion qui est certes bienveillante vis-à-vis de la commune, mais tu me disais assez peu d'anticipation, peu de travail de prospective, peu de travail en mode de projet sur du moyen et long terme. Et là, vous vous dites... voilà, on va avoir besoin de changer ça pour redonner de l'élan, redonner un petit peu de la perspective. Et pour arriver à cet objectif, vous vous dites il faut effectivement qu'on commence par changer de l'intérieur. Alors on change de l'intérieur et en même temps vers l'extérieur. Et c'est là que ça devient complexe, mais très intéressant. On change de l'intérieur, alors ça c'est moi en tant que manager, parce qu'en effet on était sur une commune performante du point de vue de la gestion, avec des expertises, des équipes engagées, investies, mais pas d'approche managériale, globalement, on va le dire comme ça, hein, même si c'est un peu caricatural. C'est en même temps une des réalités aussi partagées par pas mal de collectivités publiques en France. C'est vrai aussi. La culture managériale n'est pas ce qu'on trouve le plus aujourd'hui dans la... Et il se trouve que moi je suis depuis 15 ans en fonction de direction générale et que je me caractérise par deux éléments principaux, le management et le fait d'être une ensemblière. Donc de fait, avec des projets et une commande... Ensemblière, c'est un mot qui n'existe pas par contre. Non, mais oui, c'est pas grave. Ok, non, c'était juste pour être sûr. C'est pas grave. Ouais. Et ensemblière, c'est mettre ensemble. Voilà, l'interne, l'externe, et organiser les passerelles et faire en sorte que ces passerelles produisent de l'opérationnel. Donc quand on démarre, l'idée c'est d'abord de répondre à une commande qui est la mise en place de deux grandes concertations, on va dire, avec le territoire autour de deux sujets, la Sèvre et puis un projet éducatif. Et pour mettre en place des concertations, la méthode proposée que je propose, c'est de partir sur de la co-construction, sur un territoire qui est peu habitué, voire pas du tout habitué à ces modes de faire. Et pour établir de la co-construction, évidemment, il faut être en capacité de concevoir et aussi de piloter cette co-construction. Et du coup, sur l'interne, c'est pas du tout non plus la culture de l'interne. Donc en fait, il y a un double ou triple, quadruple niveau. C'est à la fois développer l'interne, le management, développer les compétences individuelles et collectives pour être sur les registres, en approche stratégique, en accompagnement des équipes, en développement de projets, en anticipation. Et en même temps,
au fur et à mesure de cette montée en compétences, développer aussi les projets sur l'externe et avec un but qui était un but très opérationnel, de produire un plan d'action dans les 12 à 15 mois qui suivaient mon arrivée pour les 2 grands projets. Et donc vous avez eu très vite du coup plusieurs choix forts, vous avez transformé l'organigramme. Alors la transformation de l'organigramme, oui, mais moi j'ai fait le choix en tant que DG de ne pas démarrer par l'organigramme, de démarrer par le projet, par c'est quoi là où on veut aller, et l'organigramme n'est qu'une étape, c'est-à-dire que l'organigramme ne fait que traduire ce vers quoi on veut aller. Il ne dit pas ça y est, on y est, il dit c'est ça, c'est la traduction, c'est le dessin de ce vers quoi on veut aller, et évidemment on ne peut pas y aller du jour au lendemain, c'est long, et donc à partir de ce schéma-là, du coup, on continue et on poursuit la transformation. Par exemple, quel changement de l'organigramme a été provoqué par quel projet? C'est-à-dire que... Alors en fait, l'organigramme ne ressemble plus du tout à ce qui existait. J'ai resserré, donc on a resserré en hauteur, en verticalité et en horizontale aussi. On est sur... Ils sont plus que 3 en fait. Ouais, on est plus que 3. On a créé... on travaille à la fois, alors ce qui est le propre à mon sens des collectivités, puis je parle avec beaucoup d'humilité aussi de vers tout et sans du tout avoir la prétention de rendre les choses modélisables. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas le but. C'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour donner des leçons. Et c'est pas, absolument pas. C'est pas le propos. C'est pas le propos. Et c'est aussi ce que je dis. C'est un préalable que j'aurais pu dire. C'est aussi dans le contexte dans lequel je suis et ce qui est, puisqu'on parle d'innovation managériale. Moi, je préfère parler de nouveauté, parce que ce qui est innovant à Vertoun l'est peut-être et probablement pas ailleurs, et réciproquement d'ailleurs. Hein. Donc l'organigramme, il traduisait le sens, c'est-à-dire les axes, vraiment le projet politique, le projet d'administration. On a des axes stratégiques, je ne rentre pas dans le détail, et du coup, c'est comment on s'organise pour répondre à ces axes stratégiques du projet politique et du projet d'administration. Comment on vient dans le bureau d'un directeur de service à qui on dit ok, on a repensé le truc. Ah non, ça se fait pas comme ça. Ok, ça s'est fait comment alors? C'est mort. Là, c'est mort. Donc d'abord, on travaille ensemble autour du sens et du projet. Donc ça a demandé 6 mois avec les élus, avec un groupe resserré que j'ai constitué qui n'existait pas, qui est devenu le comité de direction générale, parce que seul, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, c'était impossible de le faire compte tenu de la multiplicité des chantiers et du système dans lequel nous voulions entrer et je souhaitais entrer. Donc moi j'ai créé un groupe resserré autour de moi qui avait pour but d'accompagner les élus et avec les élus de développer la question de notre développement stratégique, de le penser. Puis une fois ça fait, de s'interroger sur très concrètement qu'est-ce que ça implique comme changement, comme transformation dans l'organisation, et donc du coup quel prédessin on a de notre organisation. Et puis une fois que ça a été fait, on a travaillé avec les agents, avec les équipes, sous des modes de séminaire, pour se dire, voilà les axes de travail, voilà ce qu'on veut faire, voilà le cadre, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible, quelles sont les compétences dont on dispose aujourd'hui, quelles sont celles dont on ne dispose pas, de quelle manière on doit s'organiser pour y aller, et c'est parti des équipes. Alors pas forcément avec la compréhension de l'ensemble du système au départ, mais c'est parti des équipes. Et puis une fois ces propositions étant faites, ça a été traduit en dessin organigramme. Ça c'était 1er septembre, donc 1 an après en fait. On a mis 1 an pour le plan stratégique et puis l'organigramme. Et depuis 18 mois, on est dans le déploiement opérationnel, donc déploiement de l'organigramme. On rentre par focus au fur et à mesure sur le détail des équipes qui elles-mêmes font des propositions d'amélioration, d'abandon d'un certain nombre de sujets, de nouvelles actions à conduire pour se préparer à la suite, etc. Et puis moi, j'ai mis en place un certain nombre d'outillages pour accompagner les équipes, évidemment. Par exemple ? Alors, par exemple, d'abord, pour l'échelle direction générale élargie, un système de formation au management stratégique qui dure depuis 1 an, plus d'1 an, 1 an et demi. Des séminaires accompagnés. Comment ils ont accueilli ça? On en parlait un tout petit peu hier, effectivement, à quelqu'un qui était peut-être plus, qui avait un statut de directeur, j'imagine, ou c'était peut-être directeur de service, et tout d'un coup on dit, Coco, j'aimerais bien que tu te formes pour devenir un manager
Un manager stratégique en plus. C'est moins brutal que ça, et pourtant ça ressemble à ça, sans doute dans la perception. En fait, ça se fait par capillarité, par infusion. C'est-à-dire que forcément, quand on pose des objectifs, des enjeux, on crée d'abord. Je pense que ça a suscité des interrogations. C'est un peu comme quand on est dans une boîte, hop, on ouvre une fenêtre et puis on se dit ah bah tiens, mais il y a des choses qui se passent à côté que j'avais pas vues jusqu'à présent. Donc est-ce que je mets le nez à la fenêtre? Est-ce que voilà? Donc on suscite l'idée, c'est de susciter de l'envie. C'est de susciter de l'appétence pour le management, pour de montrer aussi à la fois de donner le cap et la vision d'ensemble avec du concept et en même temps très concrètement de montrer les effets que ça produit pour les équipes, pour soi, et du coup de susciter et de renvoyer de la fierté, de la reconnaissance aussi, de se dire qu'on est content de ce qu'on a fait, même si c'est pas parfait, même si c'est pas complètement abouti, et de renvoyer cette dimension-là. Est-ce que vous avez aussi profité pour ouvrir certaines portes en se disant si jamais il y en a qui veulent les prendre, c'est pas... Ça se fait pas comme ça. Non, on a besoin de tout le monde et puis en même temps c'est le propre des systèmes. On sait bien que quand tous les rouages se mettent en place et puis que le système tourne, on veille. Enfin moi mon job c'était de veiller à ce que personne ne reste au bord du chemin et d'emmener tout le monde. De bien dessiner le cap, de mettre les outils à disposition, les formations, les accompagnements, enfin bon voilà, d'être en vigilance permanente. Et puis, en même temps, de respecter celles et ceux qui ne rentrent pas dans le système et ne souhaitent pas rentrer dans le système. Ça se comprend, c'est légitime. D'abord, c'est ce que je te disais hier, il y a 3 natures de sortie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. C'est celles et ceux qui sortent du système en se disant « Waouh, ça fait 10 ans que j'y étais, je n'avais pas vu que je pouvais aller voir ailleurs. Il y a des choses intéressantes à aller voir ailleurs. Et donc, je vais sortir du système dans lequel je suis depuis 10 ans ou depuis 5 ans pour aller me rôder ailleurs, exercer une mobilité et puis finalement changer d'environnement. » Et ça, je trouve que c'est très positif. On se développe et on va se développer ailleurs que sur l'interne. Il y a celles et ceux qui se disent bah ouais c'est un peu ça demande trop d'énergie ou j'ai pas envie de ça et c'est tout à fait respectable et donc j'imagine autre chose. Et puis après il y a probablement aussi des gens qui ont quitté parce qu'ils n'étaient pas en accord avec les modalités mises en place ou avec l'intention. Voilà. Aujourd'hui, ton équipe de managers et donc de cadres, ça représente combien? C'est quel effectif? On est une petite trentaine, donc il y a un niveau CODIGE, donc comité de direction générale assez large de 7 personnes, donc des DGA, la DRH et puis une chargée de mission performance et évaluation qui est dans la salle et qui est arrivée cette semaine à mes côtés. Voilà. Il y a ensuite des chefs de service, donc un niveau d'encadrement qui crée aussi un collectif d'encadrement chef de service. Et puis on est en train de travailler sur un niveau intermédiaire de manager de proximité qui s'appelle responsable de pôle, que je pense avoir un peu négligé jusqu'à présent. Voilà. Et donc, tu me disais qu'un des outils aussi qui a contribué à créer aussi une cohésion et une culture managériale dans ton équipe, c'était ce que vous avez laissé les petits déjeuners du management. Ouais. C'était quoi ça? C'était une expérimentation partant du principe que comme le management n'était pas du tout dans la culture de la collectivité et notamment pour les gens qui sont devenus DGA bien sûr, mais pour les chefs de service qui se vivaient davantage comme des strictement opérationnels et puis des experts et pour qui le management, quand il était connu, ne venait qu'en briques de superposition quand on a le temps et voilà. Donc l'idée c'était vraiment aussi de transformer complètement de ça et de dire le management c'est pas quand on a le temps, c'est le métier. Voilà. Et c'est la valeur ajoutée de ce niveau d'encadrement et si vous n'êtes pas là-dedans, voilà, ça va être compliqué. Donc il y avait à la fois cette compréhension-là à faire passer et puis la réalité aussi qui est de se dire comment je passe et les difficultés que les uns pouvaient rencontrer avec des approches totalement différentes selon les histoires, les expériences, les parcours et chacun est là où il en est et n'a pas la même chose. Donc les petits déjeuners du management, c'était des groupes de pairs
animé, hein, avec des objectifs, mais assez libre pour pendant 2 heures, de 8h à 10h du matin. C'était tous les mois, c'est ça? Sur des formats, voilà, alors au départ tous les 15 jours même, sur des formats réduits. Avoir la possibilité d'exprimer des difficultés, résoudre des problèmes ensemble, apprendre à aussi échanger, et que c'est pas grave de dire à un collègue qu'on n'arrive pas à résoudre un problème ou qu'on a rencontré une difficulté, et quels enseignements j'en tire, comment on trouve des solutions ensemble. Donc on a mené l'expérimentation sur 6 mois, qui a été plébiscité en fait par le niveau encadrement, qui nous a demandé de le déployer en continu. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de l'instituer, alors avec des règles un peu différentes, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Et ils nous ont demandé aussi de le mener en expérimentation auprès de l'encadrement de proximité. Donc voilà, objectif réussi, c'est-à-dire que... Il y avait d'ailleurs, en plus, moi je me rappelle avoir vu certaines photos, il y avait le fond, on parle du management, etc. Mais en plus, ils sont autorisés aussi, un peu dans la forme, à aller faire ces petits déj assis sur l'herbe, dans des coins un peu... sortir aussi de la mairie. Sortir des cadres classiques et faire des propositions totalement différentes, en effet. Et puis il y a la journée donc, sur laquelle tu es intervenu l'année dernière. Hein, qui était génial. Ah ouais, qui était génial. Qui était une journée... puisque c'est la journée de séminaire, donc ça fait partie des outillages que j'ai mis en place aussi, journée de séminaire annuelle pour l'ensemble de l'encadrement, direction générale et chef de service. Et donc l'année dernière, alors je ne parle pas à l'Antoine puisqu'il était, j'avais confié l'animation de cette journée-là, mais j'avais donc pensé la journée autour de théâtre d'improvisation avec une séquence formation. En 2 temps, le matin et après-midi, avec l'idée de se dire que le management, puisque c'était quand même un but professionnel, hein, le management, c'est aussi ça, c'est comment j'ai confiance en moi et en les autres, et dans le cadre et dans la maîtrise, dans la connaissance que j'ai de la matière, pour justement faire de temps en temps de l'improvisation, mais pas n'importe quoi. Voilà. Et ce que tu me disais, je trouve ça intéressant, c'est que presque aujourd'hui, ça t'arrive en entretien quand tu reçois des candidats. Cette dynamique un peu que vous avez lancée sur Vertou, elle commence à savoir, même auprès des candidats, qui t'en parlent en entretien. Oui. Alors là, on a fait plusieurs recrutements de niveau vraiment divers et variés, hein, management, de proximité, etc. Mais pas que, des agents aussi. En fait, ça ressort dans les entretiens, donc ça, je trouve ça formidable. D'avoir, parce que du coup, ça permet d'entretenir la dynamique avec des profils qui sont et puis on attire du coup des profils qui forcément sont sensibles à ça, donc qui vont venir nourrir notre système et puis apporter des approches différentes et venir nourrir les collègues déjà en poste et réciproquement. Donc on va voir si ça se confirme, mais c'est une tendance qui a l'air de se dessiner. Super, merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure, on parlera de tout ça. Tu restes là. Et oui, c'est parti, question. Alors, vous avez tous entendu, la question c'est est-ce que les séminaires pour les managers étaient obligatoires et du coup quelle était la participation des gens? En général quand il y a des chouquettes les gens viennent. Hein. Oui, il y a des chouquettes aussi, c'est vrai. C'est ça, donc oui, c'est obligatoire. Non seulement les séminaires annuels, mais en plus les réunions d'encadrement mensuelles sont planifiées pour l'année et j'ai été très claire. Il n'y a pas de dérogation possible dans la mesure où c'est planifié pour l'année, alors sauf exception, voilà. Et ça fait partie de la fiche de poste. Et ça fait partie de l'engagement, voilà, et ça fait partie de l'engagement. Et on a, alors sans développer, on est en train de poursuivre. Donc on a mis en place des référentiels aussi managériaux là pour les différentes catégories. Et donc dans les référentiels, il y a la question de l'engagement et de ce à quoi je m'engage en tant que collaborateur quand je suis membre de l'équipe vertavienne. Voilà. Et à l'inverse, il y a de quoi je bénéficie. Dernière question, après on aura notre autre invité. C'est parti.
Par qui sont animés ces petits déjeuners du management? J'avais fait le choix de confier ça à deux consultants que je connaissais. L'un, médiateur, donc qui est formé à la médiation. L'autre qui fait de l'accompagnement RH depuis très longtemps, avec qui j'avais l'occasion de travailler, et qui était dans une posture de binôme, de cadrage pour vérifier justement que ça partait pas en vrille, et qui posait les règles autour de basiques, classique, hein, de pas de jugement, enfin voilà, expression libre, et de recalage et de faire émerger aussi toutes les problématiques, les sujets et les thématiques à traiter dans les petits déjeuners suivants, parce que je l'ai pas dit, mais la première, donc les petits déjeuners, je les ai mis en place, on a expliqué la première thématique, il n'y avait pas de proposition, donc c'est moi qui l'ai choisie, et toutes les thématiques suivantes ont émergé des propositions du groupe. Elles étaient soumises pour vérifier que ça correspondait à nos intentions. Je veux dire, il n'y a eu aucun veto de la part du comité de direction générale pour dire bah non, ça colle pas, quoi. Au contraire. Top. Il faut qu'on ait du temps aussi pour l'après. Par contre, Hélène Guy, de toute façon, elle est là encore pendant toute la journée. Vous pourrez vous causer après, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît, déjà d'applaudir Hélène Guillet pour son témoignage. Et d'accueillir sans plus tarder Céline Goujon, qui nous vient du département d'Ille-et-Vilaine. Bienvenue Céline, installe-toi où tu veux. Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un jus de fruits? On a du jus de pomme, on a du jus pomme framboise. On a des... Non, rien du tout. Tu veux toujours pas de muffin, Hélène, même après avoir parlé? Ah bah on a un petit muffin. Il y a soit pépite de chocolat, soit citron, soit orange confite. Chocolat, pépite de chocolat, ça marche. On a des petites assiettes et tout, c'est formidable. Céline, merci d'être là. Ce qui est super intéressant, on en a parlé au téléphone avec toi. Et moi, on va dégonfler le truc dès maintenant. Ce que je trouve génial, c'est que tu viens nous parler d'un truc qui, pour l'instant, marche pas complètement. Non, mais je lui ai dit, mais c'est ça dont il veut venir parler. Le témoignage principal de Céline, c'est qu'on est face à une collectivité, et ça c'est assez rare, qui a osé s'engager dans un truc, prendre des risques. Aujourd'hui, justement, ils sont à peu près, on va en parler, mais au milieu du gué. Et nous, à la Fabrique du Changement, on trouve ça génial. Parce qu'on trouve que c'est que vous avez fait le plus dur. C'est que vous avez osé partir sur ce truc que vous ne connaissiez pas, en intégrant le risque, etc. Et donc, voilà, je suis en train de teaser, effectivement, quel va être le témoignage de Céline. Céline, raconte-nous un peu. Toi, tu es aujourd'hui, sur ta fiche de poste, tu es facilitatrice. C'est ça? Voilà, je suis facilitatrice, effectivement. Alors, j'ai du mal le vendre, en fait. Non, c'est juste que j'ai retenu ça. Non, mais en fait, pour le vrai, attention, je ne parle pas d'un échec, je parle d'un truc au milieu du... Il y a plein de succès, il y a plein de trucs passionnants, mais je trouve que, justement, c'est que les organisations, pour moi, elles progressent quand elles commencent à assumer le fait que on ne sait pas trop, c'est pas grave, et qu'on trouve ça passionnant. Donc, c'est une façon d'être sûr que tu n'allais pas retomber dans un discours politique. C'est pour ça que j'ai mis ça dès le début. C'est ça. Ouais, pour resituer, en fait, il y a un an, le département d'Ille-et-Vilaine a fait une grande étape de réorganisation et a souhaité créer une délégation générale à la transformation. Donc, avec une ambition de dédier une équipe pour accompagner le changement dans la collectivité et l'essaimer dans les autres directions en faisant de l'accompagnement justement au changement. Et dans ce cadre-là, fidèle à la ligne managériale qui avait été définie par le DGS, il a été souhaité de mettre en place, de créer deux postes de facilitatrices, avec l'ambition de se dire, plutôt que de prôner, on le prônait en fait dans la ligne managériale, ce qui est prôné, c'est de mettre en place des postures facilitantes. Et donc là, on a voulu aller un peu plus loin et créer un poste à part entière de facilitation. Juste pour qu'on se projette les effectifs du département d'Ille-et-Vilaine aujourd'hui? 4300 agents. Pour combien d'encadrants familiaux à peu près, la population de managers, proximité ou plus haut? Ouais, c'est à peu près 200 je crois, 200 encadrants. Ok. Oui, 200, y compris les chefs de service. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un poste de facilitatrice? Alors, en fait, quand il y avait des fiches de poste, donc on a postulé, on a été deux à postuler sur ces postes-là, donc deux femmes, donc deux facilitatrices du changement.
Malgré ces fiches de poste-là, et puis aussi des réunions de cadrage pour voir un petit peu comment délimiter le rôle entre ce poste de facilitatrice et notre responsable hiérarchique. Parce que la particularité qui a été souhaitée aussi dans la création de ces 2 postes, c'est que c'était des postes d'encadrement, de management d'équipe, mais sans lien hiérarchique. En se disant que la posture de facilitation serait peut-être plus facile à mettre en place, faciliterait peut-être plus directement les liens avec les agents s'il n'y avait pas cette pression, entre guillemets, hiérarchique, d'évaluation, de jugement éventuellement par le manager hiérarchique. Donc c'est la particularité. Donc il a fallu définir quelle était la part, le rôle entre la facilitatrice d'un côté et le manager N+1 de l'autre. Malgré ça, on a vu que au fur et à mesure, maintenant ça fait 1 an que ça a été mis en place, chacun a essayé de trouver sa place petit à petit. Aujourd'hui, c'est en cours d'évaluation. Ça a été mis sous forme d'expérimentation. Donc, on est accompagné par un consultant pour évaluer cette expérimentation-là. Alors, pour expliquer vraiment le rôle de la facilitatrice, c'est un rôle de manager, d'animation d'équipe, avec cette posture de facilitation. Donc, l'idée, c'est de rendre les agents le plus autonomes possible, de faire en sorte qu'ils soient force de proposition, d'éviter toute prise de décision. Donc, l'idée, c'est qu'on ne prend pas de décision, mais on fait en sorte d'accompagner les agents pour qu'ils aient la capacité, eux, de prendre les bonnes décisions. Donc leur poser les bonnes questions, leur faire des suggestions éventuellement, des contre-propositions, etc. Mais d'éviter d'aller dans la prise de décision. De ne pas non plus donner d'ordre, entre guillemets, à proprement parler, mais plutôt de faire en sorte de maintenir le cap, d'expliquer le cadrage, de le co-construire avec eux. D'ailleurs, on a co-construit la feuille de route avec eux pour que eux-mêmes, les agents, sachent orienter leurs actions, décider de quelle action mener, ce qui va permettre de contribuer aux objectifs de la feuille de route. En sachant que les agents dont tu parles, eux, leur mission au sein de la collectivité, c'était, parce qu'on ne l'a pas précisé, c'était aussi de travailler sur cette transformation et sur le... Tu disais, il y avait 2... C'est ça. Il y a 2 en fait, les 2 équipes, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Concernées, ouais. Moi-même, je suis facilitatrice de l'entité Relations aux habitants et démocratie participative. Donc l'objectif, c'est d'améliorer notre relation à l'usager et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'associations des habitants dans les démarches et les projets du département. Et l'autre équipe, c'est l'équipe innovation qui a pour but d'accompagner les services dans leur démarche d'innovation, de changement, notamment liés au numérique, mais pas que. Et aussi l'innovation managériale. Ce qui est passionnant, ce que tu me racontais, et ce qui est assez naturel au final, c'est que on se retrouve avec une situation qui est inédite en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on a des agents qui ont d'un côté toi en référent, qui est facilitatrice, qui est là pour les accompagner, pour les aider, etc., mais qui n'a pas... donc clairement, en plus, dès le début, on fait en sorte que tu n'aies pas la fonction d'autorité sur eux, donc tu n'es pas leur référente, leur encadrante directe. L'autorité, elle est conservée à un niveau au-dessus, un encadrant qui, lui, du coup, pilote 80 agents, tu me disais à peu près. Oui, tout à fait. Mais en même temps, du coup, tu es la référente de proximité et que, assez vite, du coup, au fur et à mesure des semaines, etc., cette situation nouvelle un peu pour tout le monde fait que ça va commencer à poser des frottements et des interrogations sur effectivement cette espèce de tête bicéphale, d'un côté l'autorité mais qui a assez peu de proximité parce que plus éloigné, de l'autre un facilitateur qui a une grosse relation au terrain mais pas la capacité forcément à trancher ou à avoir le volet autorité du management, fait que presque de la part des équipes, il y a une demande de clarification à un moment. Tout à fait. Alors, ce qui a pu surgir, c'est qu'au fur et à mesure, à un moment donné, les agents, parfois ont eu du mal à se situer. La question de qui est notre chef, qui décide, qui arbitre. C'est revenu. On est dans une structure hiérarchique, culturellement, et historiquement hiérarchique. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, c'est vrai que c'est posé la question de quel est ton périmètre de pouvoir. À un moment, elle s'est posée aussi comme ça. Donc ça s'est fait petit à petit. Là, ça va de mieux en mieux. En fait, on s'aperçoit que chacun commence à trouver ses lignes et voir ce qui relève de quel agent. Il y a eu aussi peut-être parfois des incompréhensions en fait au début entre la perception que nous, en tant que facilitatrices, on a pu avoir de notre rôle et ce qui était attendu de notre N+1.
à un moment, voilà, on s'est, dans le cadre de l'évaluation notamment, on s'est aussi posé cette question-là. Et il y avait quelques décalages justement entre ce qu'elle attendait de nous et ce que nous, on percevait de ce rôle-là. Donc d'où, pour les agents... Quel décalage précisément, justement, pour que les gens comprennent bien? Par exemple, le fait justement de pouvoir arbitrer sur le plan de charge de l'activité des agents, par exemple. Voilà, le plan de charge, on le positionne par rapport aux agents, s'ils peuvent ou pas accepter différentes missions. Nous, on l'avait plutôt vu au niveau du N+1, alors qu'elle attendait de nous ce premier arbitrage-là. Donc voilà, c'est un des exemples, mais et du coup, c'est vrai que ça se fait petit à petit. L'autre difficulté qui apparaît aussi, c'est la légitimité à acquérir quand on n'a pas de lien hiérarchique, alors que aujourd'hui, je l'ai dit, dans nos structures, c'est profondément hiérarchique et beaucoup de la légitimité s'acquiert à travers ça. On ne considère pas un directeur comme un chef de service, comme un agent, etc. Et c'est vrai que vis-à-vis donc, des agents de l'équipe, de nos équipes, vis-à-vis de nos pairs aussi, qu'on n'a pas vraiment, puisque finalement, on n'a pas de pairs dans la collectivité, on a un petit peu toutes les deux, à un niveau N+2, donc logiquement plutôt directeur, et on fait partie du comité de direction élargi, justement, mais sans être vraiment certain que les directeurs nous considèrent aussi comme leurs pairs. Donc c'est pas toujours facile, même pour soi-même, quelle légitimité on se donne, en fait, quand on ne sait pas forcément la légitimité qu'on nous accorde. Donc c'est vrai que ça a été, c'est parfois pas facile de se situer, en fait. Et cette difficulté-là, elle est parce qu'on est toutes les deux et que le système autour est resté le même. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, il y a aussi ce qui apparaît au bout d'un an aussi, c'est qu'il y a des paramètres qui sont importants à prendre en compte quand on veut mettre ce genre de système en place, notamment la structuration des équipes, puisqu'on l'a mis en place en fait dans des équipes qui sont différentes, structurées différemment. Une des équipes, donc ma collègue, elle encadre essentiellement des cadres A, donc plutôt autonomes sur leur mission, sur leur projet. Dans la structure qui est la mienne, j'encadre aussi des cadres qui fonctionnent tout seuls, sur leur projet, qui mènent leur propre projet, mais en même temps deux services très opérationnels. Donc le service accueil physique et standard du département et le service courrier. Donc, qui sont très dans l'opérationnel, et on s'est aperçu en fait que la posture de facilitation est plus facilement acceptée et facile à mettre en œuvre dans une structure où on est en lien direct, parce que là, pour le coup, les agents qui étaient dans les services opérationnels avaient un référent hiérarchique direct de proximité. Donc quel est mon rôle, moi, par rapport à ces agents-là qui ont un référent hiérarchique? C'est aussi, on a testé aussi, c'était plus compliqué. Je trouve ça passionnant, effectivement, de voir à quel point, quand on place tout d'un coup un ovni, vous êtes deux ovnis au cœur du système, à quel point le système il se crispe un peu, et il va, tant qu'il n'a pas identifié la place dans la matrice, et le système ne sait pas vous gérer presque aujourd'hui. C'est quoi ce truc-là qui a aucune place connue? Il nous manque souvent une case. C'est vrai, à chaque fois, on ne sait pas dans quelle case nous situer. Non, mais je trouve que votre expérimentation, elle est passionnante, cette expérimentation-là. On a envie de se donner rendez-vous effectivement dans un an pour savoir comment se prolonge cette expérience-là, comment va évoluer le poste. Est-ce qu'au final, le système va réussir à vous au moins en façade, vous redonner une légitimité spécifique avec en partie des leviers d'autorité, de hiérarchie, de trucs de décision ou pas. C'est en cours. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que, parce qu'il y en a une qui me vient, alors j'essaye. Est-ce qu'il y a vous disiez qu'il y a vous faites émerger des initiatives, des idées de la part des agents que vous accompagnez. Est-ce qu'il est arrivé qu'une initiative soit boulée par le N+1 ou le N+2? Ils disent ils sont mignons et c'est le merde. Enfin, sans doute pas avec ces termes-là, mais est-ce que c'est arrivé? Alors, pour l'instant, non. Les agents qui sont dans les équipes et qui ont pu faire preuve justement d'initiatives, de propositions, ils sont restés
sage, on va dire peut-être, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a en une tout cas, autocensure. voilà, je ne sais pas, de proposer en tout cas des actions qui de toute façon voilà, rentraient totalement dans le cadre de la feuille de route et voilà, du cadrage qui nous était donné. Donc ça n'a pas posé de souci. Et au contraire, moi je suis là pour promouvoir les actions qui sont proposées par les agents pour montrer que ça fonctionne. Mon rôle, il est aussi là de faire en sorte que d'accompagner et de débloquer aussi des situations. C'est aussi ça le rôle de facilitatrice. C'est de voir que quand il y a des projets qui bloquent ou des choses qui justement n'ont pas pu démarrer ou des choses comme ça, d'être là pour pousser les choses et faire en sorte que ça puisse... Hélène, tu avais une question pour Céline. Oui, moi Merci. j'avais une question. En fait, c'était pour quelle raison ça a été mis en place? C'est quoi le but initial? Alors, je l'ai dit, en fait, ça se raccroche à la ligne managériale. Il y a eu un projet d'administration et une ligne managériale définie par le DGS, le directeur général des services, avec la volonté de changer les postures de management, justement, des cadres, mais aussi de changer les postures des managers, parce que quand on change celle des cadres, il y a aussi celle des managers qui sont beaucoup en attente, qu'on leur donne des ordres, etc. Donc le manager le DGS a souhaité qu'on change d'orientation et qu'il y ait des vrais des managers qui facilitent, qui soient dans la posture de facilitation, et des managers qui soient dans la posture de force de proposition. Allez-y, prenez des initiatives. Et donc là, ça a été de faire en sorte de montrer l'exemple, on va dire, en créant des postes dédiés pour pouvoir expérimenter justement et voir ce qu'on peut mettre en place, où ça fonctionne, où c'est plus compliqué de mettre en place, pour pouvoir en tirer les conséquences. Moi, ce que je trouve intéressant d'en parler un tout petit peu au téléphone, c'est, je trouve peut-être que ça sera à voir, est-ce qu'en créant ces postes de facilitateurs dédiés, ça n'a pas en partie dédouané effectivement les directeurs d'assumer eux-mêmes cette fonction de facilitation. C'est-à-dire que du coup, moi je garde mon poste de directeur, moi je vais décider, la facilitation, elle est faite par des gens dont c'est le métier. Et ça sera hyper amusant que tu viennes nous en parler dans un an pour voir effectivement, est-ce que ça n'a pas été une façon un peu de botter en touche et de dire, toi de toute façon on ne te fera pas bouger, on va te laisser dans ton fauteuil, il y a d'autres gens qui vont aller au charbon pour faire la facilitation. Alors, j'espère que ce que va en permettre l'expérimentation, c'est de déduire en fait des formes de management différentes. Auxquels les managers pourront choisir. Moi, je m'engage, je prends peut-être le risque d'aller sur une posture plutôt de facilitation ou de maintenir un lien hiérarchique. Mais en ayant la posture de facilitation, ça peut être aussi des choses différentes. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le lien hiérarchique et on n'a que la posture de facilitation, mais on pourrait combiner les deux. Après, il faut savoir que des managers au sein de la collectivité et au sein de d'autres ont déjà cette posture de facilitation. Elle n'est pas, peut-être pas affichée en tant que telle, mais elle existe déjà. Il y a déjà des managers qui sont beaucoup moins donneurs d'ordre et plutôt dans l'écoute de l'équipe, le collaboratif, etc. Donc ça existe déjà. Là, ça permet de mettre un petit focus dessus et de pouvoir en tirer les conséquences. Eh bien, merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On garde les questions. Il y aura le temps pour les questions à la fin. Mais j'aimerais accueillir justement, on va repasser plus au sud de l'Ille-et-Vilaine et je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, le Mathieu Jourdain-Vourche du département de Loire-Atlantique. C'est une table ronde départementale ce matin. Bienvenue Mathieu, installe-toi où tu veux. Hop. Nombreux, ou est-ce que je vais me mettre... Non, si je vais me mettre là. Alors, vous voyez tous bien Mathieu, ça va, je vous le cache pas. Oui, je laissais pas. C'est moi qui laisse... oh là là, je range pas mon bar, c'est pas très professionnel tout ça. Donc Mathieu, tu es DRH. Un café, oui, pardon, un jus, un... Ouais, je dis jamais non à un café, par principe. Ok, non, parce que comme c'était mon rôle... Oui, c'est parti. Un café. Juste avant, comme ça, tiens, avant de t'interroger, toi, tu es DRH du département de Loire-Atlantique. Ça t'inspire quoi, le témoignage là, sur l'expérimentation vécue chez tes confrères d'Ille-et-Vilaine? C'est super intéressant parce que je ne vais pas du tout présenter la même chose. Donc du coup, on est malin quand même. On n'est pas du tout allé sur cette ligne-là. Après, je comprends tous les doutes et toute la mise en œuvre que ça représente, mais j'aimerais aussi être dans un an pour voir mais effectivement, le poids de la culture de la territoriale, notamment, est très présent, notamment dans les départements où on est quand même issu des préfectures, donc il y a un poids culturel
particulier. Et du coup, le fait de bousculer ces choses comme ça, c'est pas évident. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on peut dire bravo. Ouais. Donc vous, l'ambition en Loire-Atlantique, elle était par contre assez similaire. Effectivement, l'envie de, pareil, remettre la culture, enfin mettre de la culture managériale auprès des équipes d'encadrants. Rapidement, pourquoi? C'était la même envie d'essayer de stimuler l'initiative, stimuler un peu plus de souplesse, d'agilité, tout ça, j'imagine. C'est ça, sauf que la grosse différence par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas du tout né d'une commande. C'est vrai que dans 95% de ce qu'on fait, c'est souvent né d'une commande. Là, la particularité de la démarche, c'est que c'est d'abord né de déjeuner informel avec des directeurs qui étaient plutôt ouverts à la thématique des entreprises libérées et puis qui se sont dit, ben voilà, en termes de ressources pour les managers, en fait, on fait plein de choses dans notre coin et finalement, c'est pas très connu et on aurait peut-être intérêt à un peu mieux structurer ça. Et puis, bah, du coup, de déjeuner de temps en temps, c'est devenu des déjeuners réguliers, et puis des réunions régulières, et puis ça s'est fini avec des réunions chez le DG. Et au final... Donc, à la différence, par exemple, de ce qui s'est passé un peu même chez toi, Hélène, à Vertou, oui, où l'initiative est venue de la direction générale des services, puis après par cercle, on va dire, concentrique, le copy, là, c'est plutôt venu un peu du management intermédiaire. Ouais, exactement. Et donc, du coup, au final, on arrive à une offre de service. La force de ce qu'on a développé, qui s'appelle Manager au département, c'est justement qu'on a la prétention de penser que ça correspond un peu aux attentes de nos managers, étant issus d'une autostructuration, quoi. Alors il y a quoi aujourd'hui dans ce programme Manager au département? Du coup, je m'étais promis de l'amener, et puis du coup, comme j'ai commencé à bousculer la place, ouais, je veux bien. Alors c'est très chiant dans une salle parce qu'en fait, du coup, on voit rien. Et puis ça peut apparaître comme un outil marketing et c'est un peu plus que ça. Peut-être même que dans un couloir, c'est chiant aussi. Hein. Ouais, mais alors les puces sous-cutanées arrivent la semaine prochaine, donc il y avait que ça en fait. Donc, voilà, donc on a différentes branches qui correspondent vraiment à la structuration des actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Ça, dans une chambre d'ado, à côté de... Ah, c'est top. Ouais, de Cristiano Ronaldo, c'est top. Ouais. Je peux les dédicacer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à structurer des choses qui existaient déjà. Par exemple, le coaching, les évaluations annuelles, très classiques, ou alors d'autres choses comme des méthodes de cohésion d'équipe, comme Belbin, certains connaissent sûrement. Mais on a aussi poussé des nouvelles choses, de nouvelles structurations de dispositifs, notamment tout ce qui tourne autour de l'accueil des nouveaux arrivants, des cadres nouveaux arrivants. Donc vous, c'est surtout parti au départ d'un outillage. C'est-à-dire plus qu'une transformation d'organisation, il y a eu le souci d'outiller les managers. Exactement. C'est une démarche très pratico-pratique au départ. Okay. Et je me reconnaissais dans les propos de tout à l'heure sur la musique de fond. C'est-à-dire que du coup, c'est par des petites actions ici et là. On ne décrète pas un jour qu'on va structurer une politique managériale, mais par des petites actions, on arrive à un ensemble cohérent en fait. Voilà. Et donc parmi les outils, tu me dis qu'un de ceux que vous avez mis en place et avec des résultats qui sont vraiment assez hyper satisfaisants, intéressants, ça a été notamment le fait de proposer et de généraliser en partie l'entretien à 360 degrés. Ouais, donc effectivement. Rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le principe. C'est assez. Alors, ça fait écho très largement à la question. À ta question de départ sur est-ce que du coup on recycle ce qui est fait dans le privé depuis 15 ans et du coup pour expliquer 2 secondes à tout le monde, du coup l'entretien à 360 c'est c'est pas du 180, c'est pas évaluer juste son évaluateur, c'est un DGA, un directeur général adjoint qui va être évalué à la fois par ses directeurs, par ses pairs DGA, par le DG, mais aussi par ses assistantes. Par les personnes avec qui ils travaillent en proximité. Donc on a tout un panel d'avis qui peuvent être qui se complètent en fait, puisque du coup on n'a pas les mêmes rapports qu'on travaille en extrême proximité ou à distance et suivant les liens hiérarchiques qu'on entretient. Ce qui est intéressant, et peut-être l'innovation par rapport au privé, c'est que dans 90% de ces expérimentations, elles sont faites sur de l'anonymat.
On en fait vraiment un outil d'évaluation. Là où on a voulu le dépasser un petit peu, c'est qu'on a testé à la fois en anonyme, mais aussi en non anonyme. L'idée, et cette formule non anonyme marche très bien parce qu'on dépasse la simple évaluation et on en fait en fait un outil de management et de cohésion d'équipe. Et au final, alors on ne peut pas le faire sur toutes les équipes parce que du coup, ça demande un minimum de maturité. S'il y a eu un gros renouvellement dans une équipe, il faut avoir un minimum des pratiques de travailler ensemble pour que ça ait du sens. Mais par contre... Ce qui est le plus dur, c'est quoi? C'est de demander à un DGA de se faire en partie évaluer par son assistante ou de demander à une assistante d'évaluer son boss et d'être sincère? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Mais toute la question, c'est de la sincérité. C'est le lien entre la sincérité. C'était la question de départ. Est-ce qu'il va y avoir un écart, entre guillemets, de sincérité, suivant qu'on le fasse de manière anonyme ou pas? Et en fait, l'enseignement, c'est quand on compare les résultats, en fait, la sincérité, elle existe même de manière anonyme. Donc, on peut vraiment capitaliser là-dessus, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti, peut-être d'un entretien 360 là, pour le coup, on va anonymiser tout. Est-ce que tu as des souvenirs, effectivement, de retour, soit de pairs, soit de subordonnés, etc., qui auraient peut-être été impensables il y a 10 ans, si on avait demandé leur avis à des gens, et qui ont peut-être fait avancer, effectivement, les managers sur leur posture ou sur leur façon de faire? Alors, est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner? Absolument pas. Non, en fait, c'est que ce qui se traduit, c'est que il va ressortir plutôt un climat plutôt qu'un fait particulier. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est des inflexions sur le management que vont prendre les personnes évaluées, mais c'est pas encore une fois, le management, ça se décrète pas du jour au lendemain et on passe pas d'un style à un autre du lundi au mardi, auquel cas on a perdu tout le monde, quoi. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur les retours et les managers intègrent ces éléments et font évoluer leur management sur le long terme. Mais il n'y aurait rien de plus dangereux que de se décréter un nouveau manager le lundi au soleil. C'est quoi la proportion de managers qui se sont prêtés à ça? Parce que pour l'instant, c'est encore que c'est proposé, c'est suggéré, mais ce n'est pas encore systématisé, cette évaluation de 360. C'est quoi la part de managers? Pour l'instant, c'est pas encore sur les managers de proximité, hein, tu me disais. Non, pas encore. C'est quoi la proportion des gens qu'on dit banco, je trouve ça génial, et puis des gens qui ont dit ouais, je vais attendre un petit peu. Moi. Pour l'instant, on l'a testé sur 2 DGA. Ouais. Donc une vingtaine de personnes qui sont rentrées dans l'évaluation. Après, on le définit vraiment comme une offre de service, c'est-à-dire qu'on le propose, les gens s'en saisissent ou pas, parce que voilà, ça vient compléter d'autres dispositifs qui existent déjà, et certains vont considérer que Belbin est plus adapté à un moment, que le coaching d'équipe est plus adapté, parce que du coup, on propose aussi d'autres choses un petit peu innovantes, notamment on a testé cette année l'éthologie et le management, c'est-à-dire comment on peut avec des chevaux faire interagir, et parce que le constat est né que chaque manager endosse un rôle, une partie dans ses fonctions, et finalement quand on est vis-à-vis de l'animal, on est bien obligé de faire tomber ce rôle, et du coup ça apporte énormément dans la structuration d'équipes, de cadres qui se connaissent pas encore très bien et qui ont besoin de trouver des habitudes pour travailler ensemble. Ouais. C'est plus vendeur de dire qu'on fait de l'éthologie que de dire qu'on fait un atelier poney quand même, du coup, pour travailler sur le management. Alors pour tout dire, du coup, en rigolant, on parle souvent de l'atelier poney, évidemment. Évidemment. Oui, un autre truc dont tu me parlais aussi, vous avez, là pour le coup c'est systématique, vous avez systématisé le principe du rapport d'étonnement pour tous les nouveaux arrivants. Agents comme manager ou uniquement sur la population manager? Alors, on l'a initié sur les managers en le rendant obligatoire, en rendant obligatoire ça et puis un parcours d'immersion, des genres de vie ma vie. Mais là où on voit que le dispositif réussit, c'est que ça s'étend aux non-managers. Et on a plein d'exemples maintenant de gens qui nous disent je l'ai institué et dans mon équipe et pour tout le monde, et finalement ça marche. C'est des outils frugaux en termes c'est de l'innovation frugale, mais qui portent vraiment leurs fruits, quoi. Par exemple, est-ce que tu as un exemple à nous donner
d'un retour, lors d'un compte-rendu voilà, comme ça, d'étonnement. Est-ce que ça a provoqué derrière ? Ouais, du coup, est-ce que les gens sont polis parce qu'ils viennent d'arriver, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe si je sais pas, on a un nouveau manager qui arrive, au bout de 2 mois, moi j'ai vu que ça c'est quand même sacrément de la daube, où ça fonctionne pas, etc. Est-ce qu'ils s'autorisent on revient sur la question de la sincérité, et comment derrière on gère l'accueil de ces retours-là ? Alors il s'y autorise poliment, parce que du coup le DG participe à la plupart, en tout cas pour les Cannes, donc il s'y autorise poliment, mais par contre c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir le choc des cultures et d'une collectivité à l'autre et d'une strate de collectivité à l'autre, parce que du coup on a beaucoup à apprendre. C'est à peu près le même volume, hein. C'est un paquebot de 4500 passagers, le département, donc on a beaucoup à apprendre de structures plus petites, plus mobiles, et qui du coup ont beaucoup plus de réactivité dans la manière de faire. Est-ce que tu as en tête un retour d'étonnement qui a produit un ajustement ou une modification sur, je sais pas, une organisation, un fonctionnement, un truc, pour que les gens se projettent un petit peu sur ce que ça a pu produire chez vous ? Du coup, j'ai notamment l'exemple d'un cadre. Alors, c'est anecdotique, mais ça permet de se redire. En fait, c'était un cadre arrivant, et il a eu énormément de mal à travailler avec le concept d'un secrétariat qui gère son agenda, qui lui dit où aller, qui lui prépare les dossiers. Et il se sentait complètement désinvesti, en fait, par rapport à avant, où il avait l'impression de gérer au quotidien là où il allait, ce qu'il faisait, etc. Il avait peur qu'on lui offre une BX de fonction ou un truc comme ça. Mais il pensait que c'était la prochaine étape, et en fait, non. Et donc du coup, ça a permis de se dire les choses, et au final, du coup, là où il l'aurait peut-être dit dans 1 an et mal, du coup, il l'a dit rapidement sur le ton de l'humour, et finalement, on a recalé 2-3 trucs et puis terminé, quoi. Ok. Et donc en bilan, puis après on va accueillir notre dernier invité. Tu disais que vous êtes content, c'est que vous voyez déjà que en termes de QVT, donc qualité du travail des cadres, ça a été des retours très très intéressants, notamment par l'enquête que vous avez fait. Déjà le fait que les gens ont répondu à l'enquête à 90%, alors qu'avant vous pataugiez dans la semoule sur le nombre de retours aux enquêtes, et que c'est ça, vous l'avez constaté en termes d'esprit d'initiative sur le terrain. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oui, bravo. Je pose très rapidement une petite question, peut-être en forme de boutade. À quand une évaluation par les citoyens ? Ou est-ce que c'est possible d'aller jusque-là un jour ? C'est possible, mais pas en RH. Ça s'appelle les élections municipales. Ouais, ou ça les y ressemble. Ça ressemble. Mais en RH, du coup, là, ça marche que dans le cadre d'une communauté de managers. Là, du coup, on dépasse le champ des ressources, et du coup, c'est le sujet des politiques publiques, c'est autre chose, quoi. Elle sera notre dernière invitée ce matin. Merci d'accueillir par vos chaleureux applaudissements Marion Lambert. Bonjour Marion, bienvenue, félicitations pour ton nom de famille, je le trouve formidable. Ah oui, c'est marqué animateur Frédéric Lenéon, mais en fait c'est pas moi. Un café ? Oui, je veux bien. Ou un jus, il y a du jus de pomme, il y a du jus de pomme framboise, il y a plein de trucs. Il y a du vin même, il est 11h47, on a le droit aussi de faire péter l'apéro. Hein. Ah, c'est pas mal ça. C'est comme tu veux. C'est possible ou pas ? C'est possible, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit chablis ou du Sancerre ? Non, le café c'est bien. on fera l'apéro à la fin. Et ben, café pour l'instant, ça reste le secteur public, on est en représentation. Voilà, on aurait fait. Limite de voir de l'alcool sur scène. Marion, merci beaucoup d'être là ce matin. Donc toi, tu travailles à la CARSAT, et redis-nous de l'intitulé de ton poste à la CARSAT et de ta mission, on va dire, à la CARSAT. Donc, je suis responsable d'un département qualité de vie au travail qui a pour mission d'accompagner les transitions, donc d'être aux côtés des collectifs et des individus pour vivre au mieux les mutations que connaît notre institution. Et donc, vaste chantier au sein de la CARSAT, effectivement. Ouais, je pense que pour plein de gens, quand on pense CARSAT, caisse de sécu, truc comme ça, on a l'image un peu auberge espagnole avec monsieur Bernard, il s'appelle, un truc comme ça, là. Le truc avec des faux plafonds en polystyrène dont on a envie de courir. Et oui, non, c'est un peu ça, quand même. Il faut venir nous voir. En fait. Avec des affiches de prévention sur les murs. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est ce dont tu es venu nous parler ce matin, c'est que de l'observation du fonctionnement interne, etc., vous vous êtes dit, on a un des trucs
qui couaque chez nous, qui marche pas vraiment bien, en fait, on communique mal. Et si déjà on arrive à s'emparer de ce sujet-là, il y a de fortes chances qu'on soigne plein de choses. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Pour essayer de vous dire, allez, il faut qu'on arrête de s'envoyer des mails et des trucs sous 10 copies et plein de trucs. Comment on fait en sorte de mieux communiquer? En fait, c'est la question du dialogue, de la vraie discussion, qui est sortie de pas mal d'études. Hein. Donc, la communication interne, externe, on sait faire, mais c'était surtout cet enjeu dans un collectif de travail, dans une équipe de travail, de trouver les moyens de se dire les vraies choses. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a, avec Mathieu Deschessard, qui est professeur d'université, on a mis en place ce qui s'appelle des espaces de discussion sur le travail. Donc je souris parce que tout à l'heure, quelqu'un disait ce qui est innovant dehors peut peut-être pas... Nous, on fait peut-être rien de nouveau. Quand je dis ça, peut-être on va dire mais il n'y a rien d'innovant là-dedans. Moi, je pense que dans toutes les sphères, arriver à se dire sincèrement ce qui va et ce qui ne va pas, c'est un vrai enjeu, dans nos sphères privées aussi. Donc, arriver à amener ça sur le travail, à faire que ce rituel de se dire les choses sur l'organisation du travail, le fonctionnement d'une équipe, nos aptitudes professionnelles, on puisse avoir ce temps-là dédié chaque mois au sein d'un collectif, et ben, ça s'organise et c'est pas si simple que ça. Et ça veut dire qu'avant, on a travaillé les uns et les autres sur ce qui fait nos règles de vie d'équipe. Et on a tous envie d'être sincères et authentiques, mais quand on a notre chef dans la salle, peut-être qu'on peut, sans le vouloir, inconsciemment, rentrer dans des postures qui ne sont pas évidentes. Donc, c'est peut-être pas ambitieux, mais pour moi, ça l'est beaucoup. C'est comment chacun s'autorise à prendre sa pleine responsabilité, à dire en quoi c'est simple certaines choses, peut-être moins d'autres, et à faire que ça devienne un vrai rituel, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, qui a quoi comme problème à poser et comment on le résout entre nous. Et surtout, peut-être le point très important, c'est que ça vient chercher le manager sur sa posture. Ça veut dire qu'il accepte d'être vulnérable. Il accepte face à son équipe de dire moi, j'ai pas la réponse. On va aller voir au cran du dessus s'ils l'ont. Puis s'ils l'ont pas, on va remonter jusqu'en haut, jusqu'au codir. Et donc concrètement, ça a pris la forme de ça s'appelle réunion de travail. C'est ça? Ouais, espace de dialogue sur le travail. Espace de dialogue sur le travail. C'est à quelle fréquence? C'est organisé comment? Il y a un ordre du jour? Est-ce que c'est obligatoire dans les équipes? Comment ça se passe? À partir du moment où on travaille dans une équipe, ça devient obligatoire. Autrement, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'on fait dans le collectif de travail. Le rythme, à chaque équipe de le déterminer. Ce qu'on peut voir dans l'expérimentation qu'on a lancée, c'est grosso modo, ça a lieu une fois par mois. Les règles, c'est celles que chaque équipe va se donner. Alors, il y a des principes de base qui sont un peu les mêmes pour chacune d'elles, le respect, la bienveillance. Et le fait de se laver avant de venir en réunion, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et puis, comment ça fonctionne concrètement? On a mis en place ce qu'on appelle une fiche suiveuse qui récapitule quelle est la problématique qu'on vient de soulever. Et c'est pas juste nommer, et c'est là où on voit l'importance d'avoir quelqu'un qui est extérieur et qui est un candide, qui va creuser le sujet, qu'on aurait peut-être tendance à balayer d'habitude les uns et les autres, voir quelles sont les actions qu'on peut déjà poser au sein de l'équipe pour le résoudre, et si on n'y arrive pas, on passe au cran du dessus. Donc cette fiche suiveuse, elle trace concrètement tous les points qui sont soulevés au cours d'une réunion. Et donc soit on résout les points éventuellement d'interrogation, on répond pendant la réunion. Sinon, effectivement, si on n'a pas la réponse pendant la réunion, la fiche suiveuse, hop, elle transmet le truc au-dessus. Exact. Et c'est là où cette démarche, pour moi, elle est importante et innovante, c'est que ces espaces de discussion, de dialogue sur le travail, on les retrouve à tous les échelons de la hiérarchie, jusqu'au CODIR, qui se réunit en conseil du travail et qui doit acter sur toutes les décisions qui n'ont pas pu être prises précédemment. Ok. C'est lancé depuis combien de temps, cette expérimentation-là? Alors, c'est tout jeune. On s'est lancé en décembre. Donc, aujourd'hui, l'expérimentation, elle est lancée sur 2 secteurs de la CARSAT. Donc, grosso modo, ça représente une dizaine de managers très impliqués. Et puis, autour d'eux, forcément, puisqu'on monte dans les échelons, 20 à 30 personnes. Mais pas, et le collectif de la CARSAT en global, aujourd'hui, c'est 100 personnes. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner à la fois de points qui ont été traités à l'échelon local de l'équipe et de problématiques qu'on fait un peu l'ascenseur pour remonter justement jusqu'à ce conseil de travail, pour qu'on se projette un petit peu sur à quoi ça ressemble?
Concrètement, au sein d'un équipe, ce qui a pu être abordé, c'est une interprétation sur la mise en place d'une nouvelle loi pour liquider un dossier, enfin traiter concrètement un dossier. Donc, ça a permis à une équipe de valider qu'ils avaient bien la même interprétation. Donc, ça a été traité en local. En local, ce qui est traité, alors c'est anecdotique, mais c'est tellement important, c'est la chaleur dans l'espace de travail, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour certains, trop froid pour d'autres. Donc voilà. Et ce qui peut remonter plus haut, c'est ce qui vient concrètement impacter les processus, donc ce qui vient toucher du transverse, et où finalement un collectif n'a pas la main pour décider. Parce que parce que ça impacte d'autres acteurs dans le système CARSAT. Ok. Et ça fout un peu les... Ils n'ont pas fait la gueule un peu les DP ? Mais on ne serait pas content s'ils ne le faisaient pas, finalement. Non, effectivement, le fait de remettre ce dialogue-là, est-ce que ça ne met pas hors jeu une partie des IRP ? Dès l'instant, on remet du dialogue en local et avec des circuits. Cette fiche suiveuse, c'est un petit peu la fiche, les questions d'épée qu'on envoie au conseil d'épée tous les mois, non ? Oui, alors c'est très juste ce que tu dis, parce que nous, moi quand je suis arrivée à la CARSAT il y a quelques années, on avait une liste de questions en DP qui était impressionnante, et depuis quelques années, elle est vraiment descendue. Donc il est clair que dès qu'on repositionne des membres des acteurs de la communauté à d'autres places, ça vient toucher les instances. Donc oui, elles ont été percutées, elles sont venues questionner, il y a eu différentes phases, surtout avec le CHSCT finalement. Et puis, on sortira pas de ces jeux de pouvoir qui existent, qui font peut-être même partie de la vie des instances, mais on a énormément progressé vers de la collaboration avec eux. Et dans cette expérimentation dont je parle, ils sont pleinement impliqués. Donc, ils siègent aux COPIL, ils viennent aux réunions. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. Et tu me disais que ce dispositif-là, en plus de... Voilà, ça a bousculé un petit peu les managers sur leur posture vis-à-vis de l'équipe, ça les a aussi, on les a obligés à plus de dialogue, plus d'animation, donc on revient sur les compétences de facilitateur, d'animateur et tout ça. Tu disais que ça a permis de créer de la reconnaissance, et notamment de la reconnaissance entre pairs. Oui. Alors déjà, ça pose de la reconnaissance entre tous, puisqu'on ne peut reconnaître que ce qui est connu. Donc à partir du moment où on parle de ce qui fait notre travail, on se reconnaît les uns les autres, donc on se reconnaît entre pairs. Et ça a créé de la reconnaissance entre eux, parce que entre managers, ils se sont rendus compte qu'ils partageaient les mêmes soucis, une partie des mêmes soucis, des mêmes questions. Et c'est pour ça qu'en parallèle, ce dispositif, il est accompagné d'énormément d'actions pour nos managers, entre autres le co-développement, et leur donner ces espaces-là pour échanger entre eux dans un cercle sécurisé sur ce qui fait leur vraie vie, c'est un incontournable. Et ça crée de la reconnaissance. Que quand on partage les mêmes problèmes, finalement, on se reconnaît aussi. Puis voilà, ça a fait bouger les lignes. Et c'est ça, peut-être le fait, au contraire, j'imagine que dans des institutions comme vous, qui sont très réglées aussi par la loi, par le contexte légal, où en fait le directeur avant, il était un chaînon de transmission de ce qui descendait vers le bas, lui redonner un rôle de management, paradoxalement, ça le revalorise sur le fait qu'il il est aussi un levier et il peut agir, pas juste en fusible, quoi. J'avais une question un peu parce que là il nous reste à peine 5 minutes pour faire les questions, et c'est marrant, je réagis par rapport à ce que il y a eu une table ronde sur ce sujet-là aussi hier. Je parle plutôt aux collectivités locales. Est-ce que la demande de démocratie participative des citoyens a pas fait bouger les collectivités aussi sur leur façon de penser le management ? Est-ce que la demande citoyenne d'avoir justement du dialogue avec leur collectivité vous a pas obligé ? Parce qu'on sent, Hélène, t'en parlait un peu justement sur le fait que de toute façon, pour monter ces projets-là, il fallait que, si on voulait pouvoir dialoguer avec nos citoyens, il fallait que nos managers soient déjà capables de dialoguer entre eux. Et le sujet est venu un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est un peu corrélé quand même. Alors chez nous c'est corrélé, mais parce que moi je le porte, je suis convaincue qu'on est dans ce système et que c'est itératif et que l'un nourrit l'autre. Il y a des tas d'exemples où la démocratie participative existe et où sur l'interne c'est pas nécessairement soutenu, accompagné par le même type de co-construction interne, parce que c'est hyper exigeant, c'est déstabilisant, c'est la co-construction interne. Enfin, moi, je mets ce terme-là derrière management participatif. Après, il y a des tas de formes possibles, mais
c'est clair que ça bouscule, ça oblige à être en inconfort, ça contraint à se dire qu'on n'est pas parfait, qu'on ne sait pas très bien où on va. De temps en temps, hop, on tente un petit pas de côté, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, on avait prévu les hypothèses de sortie, et hop, on revient. Donc moi, je ne crois pas que la sollicitation ou l'exigence des habitants ait poussé à ça. Je pense que... je n'y crois pas. Il y a des territoires qui développent ces formes de démocratie participative depuis très 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 longtemps et les collectivités n'ont jamais bougé, quoi. Donc, Ok, non, mais c'est une question. Très bien. C'est le moment où vous, la salle, vous allez pouvoir poser vos questions et il va falloir le faire vite parce qu'il nous reste peu de temps. C'est parti. Quelle question? Allez, madame. Qu'est-ce qui est sur votre fiche de route? Qu'est-ce que vous rêvez de mettre en place dans les mois à venir? Quel est le truc un peu touchy, ou le truc qui n'est pas encore validé, ou le truc pour lequel où la population n'est pas mûre? Je reformule pour leur laisser le temps de réfléchir. Ouais, Céline. Alors, nous, c'est un projet qui veut faire écho un petit peu justement à ce qui a été dit, qui est en cours, mais qui a du mal à voir le jour, malheureusement, et sur lequel j'ai été investie pendant plusieurs mois. C'est l'idée d'une boîte à idées numérique. L'idée étant, c'est une idée qui est ressortie justement d'un forum des cadres sur l'innovation, où le DGS avait intitulé son séminaire « Je change, nous changeons ». Proposez-moi des idées de changement, dans le cadre justement du management. On voit l'idée. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est la solution technique? Alors, la solution technique est en place, elle n'est pas formidable, mais en fait, je pense qu'il y a encore une crainte de quelles idées vont ressortir, comment on va pouvoir, est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir mettre en œuvre certaines idées et montrer que ça marche. Est-ce qu'il ne va pas y avoir épuisement, beaucoup d'idées au départ et du coup épuisement parce que pas assez mise en œuvre. Donc voilà, il y a ça qui fait que on est aussi confronté à des manques de moyens. Vous pourrez en parler avec Nantes Métropole qui a mis ça en place sur pour voir à quoi ça peut ressembler quand on décide de faire un truc agile et que ça se transforme en usine à gaz. C'est ça. Alors c'est en expérimentation, ça a bien fonctionné en fait sur le territoire où on l'a mis en place. Mais il faudrait que là, ça se développe. Ça marche. Voilà. D'autres réponses? C'est quoi le truc que tu rêves de mettre en place, Mathieu? Là, ce qu'on a en projet, et à mon avis, ça correspond bien à l'aspect touchy et d'innovation. Je parlais tout à l'heure des parcours d'immersion qu'on peut avoir. On voudrait mettre en place des parcours d'immersion pour nos cadres aussi dans le privé. Faire des vies ma vie dans le privé et bénéficier. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de perméabilité entre le secteur public et le privé. On a beaucoup à apprendre de chacun. Mais c'est vrai que c'est peut-être le poids des cultures aussi. C'est pas facile à caler. Mais c'est notre prochaine étape dans la structuration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je garde en tête, il y a quelques années, on avait travaillé justement pour une collectivité sur un projet de spectacle, etc. Et nous, on voulait aller animer des ateliers d'écriture auprès de plein de gens différents. Et donc, on avait dit, on va aller chercher des vieux, des jeunes, des machins, puis on va aller chercher des actifs, des gens qui bossent dans l'entreprise. Et là, réaction des techniciens, mais on n'a pas le droit d'aller comme si aller interroger des gens qui étaient plutôt sur le territoire, mais qui travaillent. Donc, il y avait un truc, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais oui, on a dit, ce sont des citoyens comme les autres, c'est juste qu'ils bossent dans le privé. Question. C'est le niveau managérial qui est concerné par ce que vous avez montré. On est sur c'est lequel il descend où, et donc est-ce que du coup ça diffuse et vous avez une demande aussi du niveau en dessous de dire nous aussi. Question, quelle population de managers est concernée par notamment les outils d'entretien 360? Est-ce que ça descend et ça remonte? En gros, ça va du DG au responsable d'unité. Donc il y a DG, DGA, directeur, chef de service, responsabilité, puis tous les adjoints. Ça représente un volant de 250 personnes à peu près. Après, c'est très très marquant le fait qu'il y a beaucoup de demandes en dessous. Là où ça s'est exprimé le plus vite, c'est sur le coaching.
le coaching individuel, où on se rend compte que même pour des non-cadres, des techniciens justement, ce coaching en prise de poste notamment, on ne l'avait pas imaginé initialement, mais est très demandé, et on commence justement à l'étendre au-delà du périmètre qu'on avait jusque-là pensé. On va véritablement faire un gros procès de la formation managériale des cadres territoriaux, que tous depuis hier vous me dites que vous devez tous former vos cadres. Il y a quand même des questions qu'il faut qu'on se pose. Une autre question ici dans la salle pour nos invités. Et ce sera la dernière après, en termes de timing. Allez-y. Parce qu'après c'est la queue pour aller manger. Enfin, je sais pas si vous avez vu, parce que bref. Une dernière question. Une réaction. Non, c'est fini maintenant. Faut arrêter de poser les questions. Non, mais si. Il y a quelqu'un qui pose des questions ici? Ouais, bah c'est parti. Le diagnostic, alors c'est pour tout le monde, parce que quand même on a beaucoup entendu parler à Ille-et-Vilaine, le DGS, vous madame la DGS, là, les cadres, à la CARSAT, je ne sais pas, c'est justifié. C'est quoi le diagnostic à la base? Vous diriez que c'est quand même une histoire d'une personne et d'une envie, d'une appétence au départ, ou il y a un diagnostic, ça va mal et donc c'est la QVT sparadrap, ou il y a une population de maturité que vous sentez pas. C'est quoi qui fait qu'on y va et qui fait que du coup c'est sincère et ça suit au niveau des collectivités? Question que je reformule. D'où est venue l'impulsion et sur la base de quelle prise de conscience? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit il faut qu'on change quelque chose? C'est la question du but poursuivi d'abord. On ne fait pas les choses pour les faire. Donc c'est forcément une histoire de diagnostic qui est propre à chaque structure. Donc nous, c'était se préparer à la suite, enfin tout ce que j'ai dit. Et puis après, c'est vraiment aussi une histoire d'impulsion, de portage d'énergie, parce qu'il faut et de conviction autour du management. Marion, à la CARSAT. Moi, je ne crois pas du tout que ces démarches aboutissent si elles ne sont pas exemplaires. Donc, si la direction ne les porte pas, ça va faire vite. Psh. Donc, pour nous, on a un CODIR qui est très porteur. Ça les bouscule aussi. Il y en a dans la salle, ils pourront en parler. Mais, donc, si ce n'est pas porté par une direction générale, on ne va pas aller très loin. Parce qu'en bas, tout le monde regarde la direction. Donc, c'est une impulsion de direction portée après par des managers très volontaires, mais ça part du haut. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ajoute juste que ce qui aide, c'est de constater qu'au quotidien, l'intelligence collective, ça marche. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui provoque l'impulsion individuelle, c'est de constater que c'est plus facile à plusieurs et en croisant les regards, quoi. Et en plus, c'est en partie frugal, donc ça ne détériore pas les comptes des collectivités. C'est gagnant-gagnant. Ce qui est toujours un enjeu. Et je pense que ça crée tellement de plaisir et de fierté aussi, pour soi et pour les autres, que voilà, c'est ce qui fait qu'on y va. C'était la phrase de fin, c'était la phrase de Jacques Martin de cette conclusion. Ça crée du bonheur. On peut les applaudir. Merci pour eux. Merci à vous d'avoir été dans le public. C'est l'heure d'aller manger. Vous pouvez retrouver tous nos invités en descendant de scène. Ils sont là pour causer avec vous. Ils seront ravis de vous-même vous accueillir dans leur service si vous voulez. À très bientôt. Et hop, on va pouvoir remettre de la musique comme quand on quitte une salle de cinéma. Pouh. Baby, I'm running free.